Donc bonjour, Nathalie Ostiou, je suis zootechnicienne et donc je travaille sur des questions de transformation du travail dans les exploitations d'élevage liées à l'usage de technologies du numérique, à la transition agroécologique et également à la transformation des structures et des systèmes de production. Euh, donc ce qu'on vient d'évoquer enfin, dans les interventions, c'est finement agroécologie entretiennent un lien complexe. L'agroécologie est souvent présentée comme un modèle qui va permettre d'améliorer les conditions de travail de travailleurs dans les exploitations agricoles en transition agroécologique. On a parlé de la santé, notamment santé physique. Le travail par les agriculteurs est également jugé plus utile, plus gratifiant, et ils prennent également plus de plaisir dans le travail, notamment avec l'arrêt de certaines tâches pénibles de type épandage des herbicides, etc. Cependant, les conditions de travail peuvent être également potentiellement plus difficiles dans ces exploitations agroécologiques en termes de charge de travail, notamment avec des pratiques de retour à des tâches mécaniques. Là, on en a parlé, je veux dire, je n'ai pas les mêmes termes, mais l'exposé d'Emmanuel a été bien plus clair sur ce point-là. C'est un accroissement de la charge mentale, du stress, également avec une perte de maîtrise liée à un travail plus complexe, avec des observations accrues, avec un ajustement continuel des prises des décisions aux conditions environnementales, économiques, etc. Et puis la prise en compte de multiples facteurs. Et ces agriculteurs également doivent acquérir des nouvelles compétences, des expériences et des connaissances qui ne sont pas toujours aisées, qui sont définies comme étant singulières, locales et de recettes pas toutes prêtes. Alors dans mon intervention, finalement, du coup, pour répondre à ces, on va dire, contraintes ou à ces difficultés en termes de travail lors de la transition agroécologique, en quoi le numérique peut-il aider ? Et est-ce qu'il peut aider finalement à améliorer, entre guillemets, le travail et les métiers dans les exploitations agricoles ? Je ne vais pas m'intéresser à l'intégralité du numérique qui recouvre une large palette d'outils. Je vais plutôt regarder du côté droit, c'est-à-dire ce qui est utilisé pour observer et mesurer, et pour appliquer et agir sur le terrain. Donc plutôt faire des références à des capteurs et à la robotique. Alors, comme Marianne l'a dit, je suis zootechnicienne. Mon propos se base sur un ensemble de travaux menés maintenant depuis quelques années en élevage. Et puis, je vais quand même essayer d'avoir un propos un peu plus élargi pour rendre compte potentiellement, en tout cas questionner ce qui se pose dans la question, enfin, dans le monde du végétal. Des différences déjà, en élevage, les capteurs sont essentiellement en bâtiment, embarqués en tout cas sur des animaux ou dans des animaux. Là, nous avons le cas de la vache laitière qui peut être, voilà, on peut en mettre de multiples capteurs. Tandis en production végétale, bon, évidemment, en tout cas ceux qui sont à l'extérieur, une partie des capteurs, en tout cas, sont utilisés à l'extérieur en termes de système de guidage, de télédétection, de modulation intracellulaire, parcellaire, pardon, etc. La robotique n'a pas du tout les mêmes niveaux de développement. Alors, les diapos sont peut-être pas très clairs, mais il y a un usage, en tout cas, un recours très fort de la robotique agricole. C'est des données 2023 estimées par la chaire agrotique de l'ordre de plus de 18 000 robots en France, notamment sur la partie traite, tandis qu'en production végétale, en 2023, même période, plus ou moins 600 robots. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc finalement, ce qu'on entend souvent, et c'est valable, enfin, on entend dans le milieu scientifique, du développement agricole, des acteurs qui vendent de la robotique, ou en tout cas des capteurs acquis aux agriculteurs en disant prenez, enfin en tout cas achetez ce numérique car ça va vous libérer du temps. Il faut déjà savoir, en tout cas dans le domaine de l'élevage, sur la panoplie de capteurs, de robots existants, il y a très peu de travaux qui permettent de quantifier réellement le temps gagné potentiel. On a peut-être aux 80 capteurs et X robots, il y a à peu près 3-4 outils, c'est-à-dire notamment le robot de traite, le robot d'alimentation et des travaux qui ont été réalisés. Les autres, c'est un petit peu, on n'en sait rien en fait. Potentiellement, comme des hypothèses sont faites que ce travail peut être réduit par l'usage de ces capteurs et notamment de la robotique, parce que finalement c'est le robot ou l'automate qui va réaliser une partie de la tâche. On a une collecte de l'information qui est automatisée avec un stockage facilité et un traitement rapide. Bon, c'est le photo de l'agriculteur devant son ordinateur du robot de traite le matin qui sait ce qui passait la nuit et qui peut intervenir sur les animaux qui ont potentiellement, qui ne sont pas faits traire pendant la nuit ou qui ont des problèmes de santé. Et puis également en élevage, mais je pense que c'est valable également dans le domaine végétal, si on va focaliser sur les animaux qui nécessitent une attention particulière. À ce moment, il y a un changement de stade physiologique, un problème de santé. On peut imaginer que c'est la même chose également sur certaines plantes ou sur certaines parties des parcelles végétales.
C'est le petit mouton noir au milieu du troupeau blanc. Alors, comme je disais, pourtant, finalement, la réduction de ce gain de temps qui est vendu par ce numérique est vraiment pas si évidente. Et on observe même des situations où le temps, il n'y a pas de travail gagné. Déjà, le gain de temps va dépendre de l'état des équipements initiaux. Je prends alors c'est peut-être moins valable en production végétale, mais notamment dans l'usage de la robotique agricole, en élevage. Si vous avez une salle de traite déjà relativement bien équipée, le gain de temps quand vous acquérez un robot de traite n'est peut-être pas aussi important que si la salle de traite est un peu plus vétuste. C'est aussi la perception qu'ont les éleveurs, en tout cas, d'avoir un sentiment de travailler plus, parce que les journées de travail sont moins structurées autour des activités qui étaient centrales dans le métier. Alors peut-être qu'en production végétale, ce n'est pas tout à fait valable non plus, mais en tout cas en élevage laitier, la traite était marquée le matin et le soir. Quand il n'y a plus ces activités de traite, beaucoup d'éleveurs disent, en tout cas sur des phases initiales d'acquisition d'outils, qu'ils ont l'impression de travailler beaucoup plus. Et souvent, ce qu'on observe finalement, c'est une augmentation de la taille des cheptels, une augmentation de la taille des surfaces, et des éleveurs qui nous disent « j'ai été trop loin dans la robotique et dans le numérique, et je suis plus débordé que je n'étais avant, j'ai l'impression de bosser plus », et c'est le cas. Et souvent, c'est Théo Martin qui a fait une thèse sur la robotique agricole en élevage laitier, qui a montré, comme je disais tout à l'heure, que c'est les méthodes pour quantifier les temps de travaux par la recherche, par les organismes de développement, sont très diverses. Et finalement, on ne mesure pas la même chose. Donc c'est aussi dur de dire est-ce que finalement, il y a du temps de gagner par l'usage de ces technologies. Un autre questionnement, finalement, dans ces exploitations agroécologiques, comme je le mettais en introduction, c'est beaucoup de travail d'observation, de regarder ce qui se passe pour pouvoir intervenir. Et ces exploitations agroécologiques, pour être pilotées, justement, nécessitent de s'appuyer sur la diversité des supports biologiques et sur leur capacité d'adaptation. Effectivement, une partie des capteurs, en tout cas, peuvent fournir des informations multiples et variées qui permettraient de réduire la part d'approximation et d'incertitude. En élevage laitier, c'est les fameux capteurs de détection des chaleurs, où sur certaines races d'animaux, les chaleurs ne sont plus visibles à l'œil nu. Par contre, on observe aussi des phases d'accroissement du stress. Alors, stress, charge mentale, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, lors de la phase d'adoption de ces robots et de ces capteurs. Également les alertes qui sont jugées trop fréquentes à n'importe quel moment de la journée. Les agriculteurs, en tout cas les éleveurs, disent avoir l'impression d'être toujours connectés à la ferme, donc avec une forte intrusion dans la vie privée, dans la vie au travail également, et certains qui expriment voilà, de dire j'ai l'impression d'avoir un fil à la patte, quoi. Et des alertes aussi qui nécessitent, en fait, des éleveurs, on dit, ils passent beaucoup de temps à gérer les anomalies, parce qu'il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas, et des capteurs qui ne marchent pas très bien. Et voilà, il y a une part du temps de travail conséquent sur cette gestion des anomalies. Et il y a encore très peu de travaux sur finalement les raisons d'arrêt d'équipement, parce que notamment sur la robotique agricole et le robot de traite, on observe des agriculteurs qui font marche arrière. Et l'une des raisons serait les pannes, voilà, qui seraient régulières et qui mettraient trop de pression et trop de stress pour finalement arrêter cet équipement. Alors également, les exploitations agroécologiques, ça a été dit, se basent beaucoup sur le savoir, le rapport aux animaux, le rapport à la nature. Et les limites de ces technologies, je pense que c'est valable en production végétale également, c'est d'aller vers un système tout informatisé, sans intervention de l'homme, qui entraînerait une perte de connaissance des agriculteurs pour pouvoir repérer les problèmes, connaître les animaux, les surfaces, la végétation, etc. J'imagine que c'est la même chose qu'on va vers en production végétale, grande culture, sur des modules, enfin des apports quasiment au mètre carré. Mais en élevage, c'est la même chose. On va vers une gestion de l'individu par individu, la vache par mouton, etc. Alors le troupeau, c'est pas une collection d'individus, mais c'est un système complexe. Et ce qui nécessite, du coup, on perd cette notion de l'échelle troupeau et des interactions au sein d'un troupeau. Et surtout, ces technologies mettent en fait de côté des savoirs qui sont importants dans les exploitations agroécologiques, qui mobilisent différents sens. On conduit une exploitation, en tout cas un troupeau, mais je pense également des cultures, pas uniquement à partir de données, mais également d'odeur, de toucher, de l'ouïe, de la vue, qui sont fortement essentielles, mais qui sont complètement mises de côté par ces capteurs et cette robotique. Alors, quid de l'autonomie décisionnelle ?
Là, finalement, pardon, on a potentiellement des propos d'agriculteurs, parce qu'on se base beaucoup sur ce que les agriculteurs en disent, hein, en tout cas les éleveurs, potentiellement, enfin différentes. Certains vont dire que ça nous permet de trouver des solutions parmi un vaste ensemble de données qui sont remontées par ces capteurs pour pouvoir se faire sa propre décision et pouvoir piocher ce qui potentiellement sera intéressant pour piloter les exploitations. Et puis d'autres, au contraire, qui mettent en avant voilà, un risque de dépossession de ces tâches cognitives et du savoir-faire de l'agriculteur au capteur robot, et finalement on décide plus par soi-même. Le plus décider par soi-même n'est pas forcément une contrainte. Les éleveurs laitiers disent, quand ils utilisent des capteurs pour détecter les chaleurs qui sont peu visibles, potentiellement l'information peut être directement envoyée à l'inséminateur ou au vétérinaire. Certains disent que ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas forcément le boulot qu'on souhaite continuer à faire. Si on peut déléguer ça, ça se passe bien aussi et ça nous va bien. Alors la question se pose aussi, c'est finalement quid de ces données qui sont produites dans des fermes, mais qui vont être potentiellement mobilisées par des acteurs autres du secteur agricole, et pas forcément que du secteur agricole. Hein, sur le terme de la robotique agricole et de données du numérique, il y a aussi des acteurs d'autres secteurs qui sont présents et de plus en plus présents, finalement sans que les agriculteurs le sachent et participent à leur utilisation. Et l'autre contrainte, là, c'est des travaux d'une post-doctorante au Centre de sociologie à Paris, Léa Sénégas, qui travaille actuellement sur cette question de la robotique, enfin de l'usage de certaines technologies et du rôle des concessionnaires agricoles, qui montre que finalement, si les agriculteurs expriment un sentiment d'impuissance face à ces équipements qui embarquent beaucoup d'électronique et d'informatique, ils ne savent pas les utiliser, ils n'ont plus de la main pour faire. Et également, mettre en avant une forte dépendance aux logiciels des constructeurs qui reste une boîte noire. Et souvent, cette boîte noire, elle est produite dans ce système de production et dans des contextes complètement différents, alors qu'on sait bien l'agroécologie est vraiment localisée et située. Alors pour finir, je vais mettre un peu en avance. Alors finalement, il reste plus de questions sur l'utilité de ces technologies du numérique à la transition agroécologique des exploitations agricoles. On peut dire, hein, quand même, il y a des formes d'opportunités. Hein. Ça peut aider à gérer la complexité des situations, ça peut potentiellement, dans certains cas, permettre de réduire les charges de travail, avoir plus de souplesse dans les horaires. Ça, je ne l'ai pas dit, parce que j'ai vraiment simplifié un peu mon exposé. Au-delà de la réduction de la charge de travail, beaucoup d'éleveurs en élevage laitier, en tout cas, vont dire ça nous permet de travailler différemment et à des horaires qui sont mieux pour eux, les éleveurs, mais également pour les animaux. Donc, c'est vraiment cette souplesse et cette flexibilité du travail, des horaires de travail qui est mis en avant. Mais finalement, sur l'utilité de ces technologies pour le numérique, pour l'agroécologie, reste un ensemble de questionnements. Finalement, l'autonomie décisionnelle, le rapport aux animaux et à la nature. Alors finalement, est-ce qu'on peut aller vers effectivement essayer de mieux comprendre comment ces technologies du numérique peuvent transformer le travail? Quelles sont vraiment les transformations réelles du travail d'agriculteurs, mais également de chefs d'exploitation, mais également de salariés, parce qu'on a vu qu'il y a une diversité de types de travailleurs qui travaillent dans les fermes. Comment ces transformations sont également vécues. Et on se rend compte que finalement, c'est difficile de... Moi, on me demande toujours, est-ce que cette technologie du numérique, c'est mieux ou moins bien pour le travail? Je dis, une réponse à la normande. Hein. C'est ni moins bien, ni mieux, en fait. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. D'abord, c'est une grande diversité de situations et transformations du travail. On a vu que le travail, ces jours-ci, hein, c'est multidimensionnel, ça embarque plein de choses. Ça nécessite de prendre en compte finalement aussi la transition agroécologique. Qu'est-ce que c'est? On rend compte qu'il y a différents types de systèmes de production, différents types d'agroécologie. C'est également quels sont les outils. C'est pas la même chose entre un robot et un capteur. Et puis également des propres attentes des travailleurs et des agriculteurs. Et je finirai par, mais je pense que c'est pas forcément, c'est peut-être un peu visible par, c'est illustré sur l'élevage laitier, c'est donc un paysan de l'Aveyron là qui met en évidence que la robotique, ou en tout cas le numérique, n'est pas forcément toujours et simple à utiliser, notamment quand on prononce pas bien ou quand voilà, on a l'impression sur le schéma le petit dessin à droite, c'est un peu de gauche, pardon, c'est comme aussi une surveillance accrue des animaux qui peut-être leur mot à dire là-dedans aussi. Voilà, je vous remercie. Merci, merci vraiment. On a trois apports qui sont super complémentaires de nos échanges depuis le début des entretiens Olivier de Serres. Est-ce qu'il y a des questions à Nathalie? On a combien de temps? Ah, 12 minutes. Alors, qui a des questions? Moi, j'en ai une.
J'ai pas de problème avec ça. Mais bon, je ferai pas de remarques genrées, hein, je te préviens. Hein. Mais oui, moi j'en avais une, peut-être c'est parce que tu as dit à la fin boîte noire, et je me demandais si en fait dans les personnes qui équipent, enfin donc les équipementiers qui travaillent avec les agriculteurs, il y a néanmoins un ajustement en fait qui est fait ou pas de cette boîte noire au système de l'éleveur et donc une discussion qui se fait avec l'éleveur ou pas sur par exemple le robot de traite ou voilà, c'était juste pour parce qu'en fait c'est aussi un travail possible pour les agronomes de se positionner dans cet endroit-là où finalement il peut y avoir de la négociation sur l'ajustement au cas réel. Est-ce que ça se fait pas? Voilà, je ne connais pas du tout. Mais bien sûr, je suis pas très bonne en même en autant, j'oublie, je préfère répondre une par une si ça vous va. Donc oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas exactement. Tout ce que je vois en tout cas, c'est que c'est les concessionnaires ou les équipementiers dans le cadre de la robotique agricole en élevage, notamment laitier, et donc des élevages plutôt, on va dire, intensifs voilà. Non, il y a peu de marge de manœuvre en fait. Et ce qui explique aussi, c'est que les concessionnaires, finalement, les équipementiers, dans leur package d'installation, des fois ont peu de temps pour former les agriculteurs qui se retrouvent un peu aussi à devoir gérer par eux-mêmes. On prend le cas du robot de traite, ça produit une quantité énorme de données, ça peut envoyer des SMS, des messages d'alerte tous les 2 secondes parce que ça plante, parce que ci, parce que ça. Donc les éleveurs développent un processus de se dire déjà de sélection des données qui semblent importantes, qui peuvent au fur et à mesure accroître dans le temps, et puis même des alertes qui sont importantes à garder, notamment quand la vache est coincée dans le robot de traite plus de X heures. Voilà, mais j'ai l'impression qu'encore plus, en tout cas sur la grosse robotique agricole, je pense que c'est différent quand on est des startups, etc. Et là, juste, on démarre, ouais, depuis le début d'année, on démarre il y a une thèse, la Nouria Compaoré, dans mon UMR à territoire, sur l'usage du numérique dans des systèmes pastoraux et agro-pastoraux. Et notamment, on va rencontrer des constructeurs sur le type de capteur de numérique qui est développé par ces systèmes-là. Et, voilà, et notamment les rapports qu'ils peuvent avoir avec les éleveurs dans la conception ou dans la prise en compte du travail dans ces systèmes. Oui, Antoine Messier, moi ça me fait penser enfin, la perte d'autonomie. Je crois qu'on avait parlé la dernière fois du plaidoyer, je ne sais pas s'il était sorti de l'atelier paysan, là, reprendre la terre aux machines, et je dirais pour la rendre aux paysans, aux éleveurs. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même, parce que bon, tu as bien dit, en fait, c'est pas tellement les technologies elles-mêmes, on retrouve ça sur, je sais pas, les biotechnologies végétales, on a exactement le même truc, c'est pas tellement la technologie qui pose problème, c'est le modèle de diffusion et la société qui les utilise, enfin les règles du jeu, quoi. Et du coup, est-ce que tu as regardé quand même s'il y avait vraiment intrinsèquement un problème avec la robotisation, ou est-ce qu'il y a des expériences où les gens s'approprient ça, c'est-à-dire ils partent de leurs besoins réels, ils construisent. Ouais, parce qu'il y a quand même des charges mentales, des charges de travail, et des développements de technologies, y compris enfin, numériques ou robotiques, qui partent des collectifs. Enfin, on reprend un peu ce que disait hier Anne-Marie avec la coopérative où les gens s'approprient et construisent, et en fait, ça répond à leurs besoins, quoi, en partant du local. Est-ce que vous regardez ça? Est-ce qu'il y a des exemples? Bon, c'est un peu comme je répondais à Marianne, quand c'est de la robotique par des gros équipementiers, non, ou très peu. Ouais. Mais oui, mais en low-tech, oui, oui, effectivement, il y a Alors, ce que je disais, c'est la thèse qui démarre là sur des exploitations pastorales, enfin, système d'élevage pastoraux, agro-pastoraux, c'est de voir finalement, il y a une part dans ces systèmes d'élevage, on va dire potentiellement, qu'on peut qualifier plus de agroécologiques. Les gros équipementiers sont peu présents, quasiment pas présents. On est sur des startups et on est également beaucoup sur la recherche publique. Et donc là, effectivement, il y a là une prise en compte des besoins des agriculteurs. Il y a aussi enfin, c'est pas la plateforme, mais c'est le laboratoire Occitanum en région Occitanie qui travaille justement sur, donc c'est multi-institut, hein. C'est une tête de pont INRAE, mais c'est multi-institut, et qui vise effectivement à porter des projets qui tiennent compte des besoins des agriculteurs. Oui, on a comme maintenant, depuis quelques années, une volonté de développer du low-tech, et où les agriculteurs sont en tout cas, pas à la base, mais en tout cas où l'expression de leurs besoins est prise en compte. Ouais, mais
Oui. Ouais. Oui, alors même si je suis agronome, il se trouve que je suis proche de beaucoup du monde de l'élevage. Et en fait, ce qui me paraît intéressant par rapport à nos débats AFA et métiers, c'est que cette robotisation en élevage, ça a été quand même l'arrivée de nouveaux acteurs dans l'accompagnement des agriculteurs. Ça, c'est un fait majeur, hein. Et les équipementiers avant, de salle de trait, etc., ils ne s'impliquaient pas du tout dans la gestion de troupeaux, etc. Et ça passe par la data, quoi. Donc c'est connu, mais je pense que ça mérite d'être dit. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on appelle nos métiers, il y a des nouveaux métiers chez les équipementiers. Ça passe par la data. Après, effectivement, je confirme que c'est pas du tout. En fait, c'est comme quand vous achetez un PC ou un smartphone. On n'utilise pas du tout toutes les fonctions des smartphones. On est très inégaux par rapport, ou des PC, par rapport aux usages. Et en fait, c'est ça qui se passe chez les éleveurs. Il y en a qui, en gros, utilisent la fonction trade, point, et puis qui ils sont pas obligés de s'emmerder avec certaines données, hein. Mais il faut quand même de la distanciation pour arriver à le faire. Et d'autres, effectivement, ça leur génère du stress, ça c'est connu. Et puis alors du coup, moi j'avais une question, mais peut-être plus par rapport au monde des lycées, parce que notamment chez mes patrons qui sont dans les chambres d'agriculture, il y a toute une pensée depuis quelques années sur dire qu'on va remplir les lycées agricoles parce que c'est attractif de parler du numérique pour les jeunes. Et que du coup, moi, ça me pose plein de questions par rapport au rapport à la biologie, au processus du vivant. Si on essaye de dire qu'on va gérer l'agriculture à coup de numérique. Or, c'est franchement une pensée dominante dans plein de régions. C'est vrai. Alors, je sais pas. Y compris dans le système de formation. Ouais. Ouais. En fait, ça va juste être un petit commentaire. Je trouve la présentation très intéressante parce qu'elle illustre bien aussi la complexité de ce qu'on peut appeler les questions de conditions de travail, hein. On voit bien l'ambivalence, hein, puis on parlait d'ambivalence tout à l'heure, entre des questions de pénibilité, des questions d'horaire, mais aussi toute la question sur en fait un métier qui change. C'est-à-dire que au lieu d'être un métier effectivement où on a tous les sens qui sont mobilisés, eh bien on va être beaucoup plus sur d'autres outils. Et en fait, c'est qu'est-ce que le numérique oblige à faire de nouveau, ne fait plus faire ou fait faire autrement. Et derrière, c'est effectivement comment les gens peuvent vivre leur métier. Et puis alors après, il y a toute cette question. Alors là, pour le coup, je bascule plutôt sur un versant. Le monde du numérique, c'est la question effectivement de la multiplication de ces données. Et on voit bien aujourd'hui, la quantité de données fait que c'est pas un traitement humain, c'est du big data. Et derrière, c'est des logiques de traitement plus plus proche de l'intelligence artificielle. Alors là, pour le coup, je me permets juste vraiment un pas de côté. J'ai beaucoup aimé la phrase sur un troupeau, c'est pas une collection d'individus, parce que nous, ce qu'on voit dans d'autres domaines, à travers le big data dans la gestion de travailleurs, hein, je pense évidemment à des entrepôts logistiques ou à des livreurs à vélo. Eh bien, en fait, c'est que le big data, quand on a en fait des gens qui sont gérés par des algorithmes, hein. Aujourd'hui, on parle de management algorithmique pour des humains. Il y a plus de notion de là, pour le coup, les humains sont traités, de manière moins complexe peut-être que les troupeaux de vaches, mais c'est un autre sujet. Merci. Vincent? Moi, je voudrais savoir si on a réussi à catégoriser les agriculteurs qui passent sur l'automatisation. Est-ce qu'il y a des profils plutôt productivité, des profils décharge d'une tâche, des profils transition agroécologique peut-être, des choses comme ça. Et on a beaucoup parlé là de stress, de pression technique. Et je pense qu'il y a un stress économique énorme sur les agriculteurs. Parce que là, vous parlez des data, mais il y a aussi l'obsolescence programmée du matériel qui est énorme. La dépendance au constructeur, de celui qui fournit. On est obligé d'acheter son produit. Est-ce qu'il va continuer à se vendre et du coup, au bout de 7-9 ans, il faut changer le matériel. C'est vraiment un gros problème du côté agricole. Bon, on arrête là. Bon, je vais faire des réponses rapides. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire là sur ces questions de stress économique, d'obsolescence et dépendance aux constructeurs.
Ce qui répond à la question, en fait, non, les gens qui automatisent, on est comme plutôt enfin, moi, jusqu'à présent, je me suis plutôt intéressée, on va dire, aux exploitations conventionnelles en lait, porc, volaille. C'est des exploitations qui sont de deux catégories, qui ont une représentation du métier d'agriculteur, comme quoi il faut être grand, il faut produire. Et puis dans d'autres qui sont dans une forme de cercle vicieux, quoi. Faut produire plus, du coup, faut automatiser et qui, pareil, se trouve dans un cercle de dépendance qui est hyper difficile à sortir, parce que les investissements, notamment, alors les capteurs sont moins chers, hein, mais la robotique agricole en élevage laitier, un robot, c'est 120, 150 000 euros, et souvent, c'est avec une nouvelle installation de traite, on est quasiment sur des investissements à 600, 700, 800 000 euros, donc hyper cher. Un autre point, par contre, c'est des agriculteurs en parlant, j'y viens d'y penser, des agriculteurs qui investissent notamment dans la robotique aussi, pour deux points, qui dire que pour rendre leur exploitation attractive, c'est-à-dire on a à l'attractif pour des jeunes enfants, des enfants pour reprendre, pour pas rester dans le modèle parental où à 50 ans la traite a complètement abîmé, et pour des salariés, notamment en Bretagne où il est très difficile de capter des salariés permanents. Et voilà, être équipé de robots, équipé de capteurs peut être aussi un moyen de faire venir ces salariés dans les exploitations agricoles par rapport à des exploitations qui n'en ont pas. Bon, j'apprécie le commentaire et les remarques d'Anne-Marie, je n'ai pas forcément de réponse. Et sur l'attractivité pour les jeunes, alors, il y a des enseignants dans la salle, ils répondront certainement mieux que moi. Nous, on a fait une enquête près de 2 lycées agricoles et puis en Belgique, parce qu'on travaille avec une collègue belge, et montrant que le numérique n'était pas central. En fait, ce qui motivait dans les filières animales, en tout cas, c'était la passion pour les animaux, travailler dehors, et pas tant que l'équipement en tant que tel, mais ça peut évoluer. L'enquête remonte à quelques années. Voilà. Merci.